pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé, ainsi que votre présence à l'occasion de la présente session du Parlement réuni en congrès. Cette réunion des deux chambres du Parlement, la troisième de l'histoire de notre pays, marque le renforcement de nos institutions et la consolidation de notre démocratie. Elle se tient cette année à Abidjan en raison des travaux en cours à Yamoussoukro, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, que notre pays a l'honneur d'abriter du 13 janvier au 11 février 2024. C'est donc avec un grand plaisir que je me retrouve devant vous pour vous présenter l'état de la nation ainsi que nos actions futures face aux défis actuels. Je voudrais féliciter le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, et le président du Sénat, M. Jano Aossou Kwadjo, pour l'important travail qu'ils effectuent au quotidien dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. J'associe évidemment à ces félicitations tous les députés et sénateurs qui œuvrent au rayonnement de ces importantes institutions. J'ai une pensée pieuse et émue pour mon jeune frère, le président Amadou Soumaoro, qui nous a quittés le 7 mai 2022, et je voudrais lui rendre hommage pour son engagement, sa loyauté et son parcours politique. Et je vous prie de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'année dernière, à l'occasion de mon adresse devant le Parlement réuni en congrès, je vous avais fait part de mon choix de la personnalité devant occuper les fonctions de vice-président de la République conformément à notre Constitution. Je voudrais à nouveau vous traduire ma gratitude pour la confiance que vous m'avez témoignée en approuvant à l'unanimité la nomination de M. Tchemoko Baïlié Koné en qualité de vice-président de la République. Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le vice-président. Je puis vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs et députés, que le vice-président Koné s'est bien intégré à l'équipe de l'exécutif et fait un excellent travail. Il me donne entière satisfaction dans l'exercice de son importante charge. Désormais, toutes les institutions de la République sont en place, fonctionnent harmonieusement et elles contribuent efficacement au progrès de notre beau pays. Merci, Monsieur le vice-président. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, notre rencontre de ce jour intervient quelques semaines après la cérémonie historique de remise de l'édition 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Mme Angela Merkel, ancienne chancelière de la République fédérale d'Allemagne, notamment pour sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir en Allemagne plus de 1 200 000 réfugiés fuyant les zones de conflit. À cette occasion, nous avons célébré la paix
la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité, condition sine qua non d'un développement harmonieux. La recherche permanente de la paix va aujourd'hui au-delà de nos frontières. Elle concerne aussi la sécurité dans le monde et particulièrement dans notre sous-région. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a toujours été présente pour soutenir les efforts de maintien de la paix, aussi bien à travers les initiatives régionales qu'internationales. Nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité, en privilégiant le dialogue et la voie de la diplomatie qui ont permis le retour en Côte d'Ivoire de nos 49 soldats. Je vais ici à nouveau remercier l'ensemble des acteurs de ce dénouement, ainsi que tous nos compatriotes qui ont su faire preuve de patience et de tolérance. La Côte d'Ivoire continuera en collaboration avec tous les pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, d'œuvrer pour le retour de la paix et de la stabilité au Sahel. Je voudrais également saluer la prompte réaction du gouvernement lors des récents événements en Tunisie et au Soudan. À ce jour, ce sont 1667 de nos compatriotes qui ont regagné Abidjan et retrouvé leur famille en tenant compte des 92 personnes accueillies en provenance du Niger et des 47 Ivoiriens évacués avant-hier du Soudan vers l'Égypte. La Côte d'Ivoire, notre patrie, accueille à bras ouverts ses fils et ses filles de retour. Le gouvernement continuera de soutenir leurs efforts de réintégration. Je tiens à féliciter tout particulièrement le Premier ministre Patrick Hachi. Patrick. La ministre d'État Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères, et tous ceux qui ont contribué au bon déroulement du retour de nos compatriotes. Je dois dire que ce n'était pas chose facile. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Je salue à nouveau la conclusion de la 2e phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques ainsi que des candidats à l'élection présidentielle ont été régulièrement payés. À cet égard, les partis et groupements politiques qui ont participé aux élections législatives et qui sont représentés à l'Assemblée nationale devant bénéficier d'une quote-part de ce financement, il convient d'actualiser la loi et de la rendre conforme à la Constitution par la prise en compte du Sénat. Donc voilà,
Je vois que les sénateurs et sénatrices applaudissent. Alors, j'ai donc instruit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances de me proposer une modification de la loi afin de permettre au groupe parlementaire au Sénat de bénéficier de ce financement. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. De plus, nos forces de défense et de sécurité ont vu leurs conditions de vie et de travail améliorées de manière significative. Elles sont aujourd'hui mieux outillées pour faire face au banditisme et à la délinquance et bien sûr le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Des effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Je voudrais donc saluer et féliciter nos militaires, gendarmes et policiers qui sont des exemples de courage et d'engagement. Ils sont notre fierté. Merci, messieurs et dames. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour assurer la sécurité de notre patrie, ainsi que de toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre beau pays. La Côte d'Ivoire est et doit demeurer secteur de paix, de sécurité et d'hospitalité, si cher au président Félix Houphouët-Boigny. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, depuis 2019, l'économie mondiale a connu un ralentissement qui n'a épargné aucun pays. De nouvelles contraintes liées à la pandémie de Covid-19 et à la crise en Ukraine, notamment l'inflation mondiale, mettent à l'épreuve notre dynamique de croissance et de financement. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour assurer le développement de l'économie et préserver le pouvoir d'achat des populations. À titre d'exemple, dans le secteur de la boulangerie, face à l'envol mondial des cours du blé, l'État a octroyé aux meuniers un appui financier total de 62 milliards de francs CFA, dont une subvention de 2 milliards de francs CFA pour reformer ce secteur. Pour le carburant, les subventions de l'État ont atteint un montant de 725 milliards de francs CFA en 2022, permettant ainsi d'atténuer l'impact des hausses internationales du prix du carburant sur le coût des transports et des biens. C'est ainsi 2% du produit intérieur brut que nous avons donc consacré à ces subventions. Tirant les enseignements de cette crise mondiale, le gouvernement a su adapter notre politique de production agricole, animale et halieutique, mettant l'accent sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Et je dois féliciter le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, que j'ai entendu ce matin sur RFI, qui a bien défendu le plan de son secteur. Je vous ai écouté sur RFI ce matin. Dans le même sens, lors du sommet de l'Union africaine tenu en février dernier à Addis Abeba, la déclaration d'Abidjan sur la nutrition a été chaleureusement saluée. L'Afrique tout entière a adhéré à cette déclaration qui est un appel à l'action pour le renforcement de la sécurité alimentaire, nutritionnelle
et du capital humain, indispensable pour assurer la continuité du progrès économique et social sur notre continent. Je félicite le vice-président Koné pour son importante contribution lors de ce sommet de l'Union africaine. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, en dépit de cette conjoncture difficile, notre pays a poursuivi sa croissance, sa dynamique d'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Les différents programmes touchant au secteur de la santé, de l'électrification et de l'eau potable, des infrastructures routières et du logement, ou ceux liés à l'éducation et à la formation de la jeunesse, ont connu des avancées remarquables. À cet égard, je voudrais féliciter le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement pour toutes les actions engagées. Chers frères et sœurs du gouvernement, bravo à chacune et à chacun de vous. Ainsi, dans le domaine de la santé, la mise en œuvre du programme hospitalier se poursuit à travers le plan national de développement sanitaire 2021-2025. Ce plan vise à améliorer le niveau de l'accessibilité des structures de santé et la prise en charge des malades dans les zones enclavées ou défavorisées. Les réalisations dans ce sens permettent aujourd'hui à plus de 7 Ivoiriens sur 10 de vivre à moins de 5 km d'un centre de santé, y compris dans les zones défavorisées. Ce programme prévoit à terme la diversification de l'offre de soins au niveau des centres hospitaliers universitaires, dans les grands pôles universitaires, des centres hospitaliers régionaux et des hôpitaux généraux, ouvrant toutes les grandes localités du pays. Outre le volet infrastructure, des programmes de prise en charge du couple mère-enfant, avec la gratuité des soins, de la césarienne et des médicaments, ainsi que des campagnes de vaccination, sont mises en œuvre. Dans le cadre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, la généralisation de la couverture maladie universelle permet de renforcer davantage la protection des personnes vulnérables. Le réseau d'offres de soins de la CMU a atteint aujourd'hui environ 1400 établissements sanitaires et plus de 900 pharmacies sur l'ensemble du territoire, avec pour objectif d'assurer à tous l'accès à la santé et aux médicaments à moindre coût. Enfin, nous avons entrepris des réformes institutionnelles et structurelles pour améliorer la gouvernance dans les établissements sanitaires en vue de bâtir un système de santé toujours plus performant et résilient. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement a su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Je note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du 10 avril, comme d'ailleurs à celle d'hier, notre pays n'enregistrait que 6 cas actifs. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et 52% de la population cible a été vaccinée dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie. Au regard de ces excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la COVID-19 depuis 2020, cette maladie a pris la forme d'une maladie infectieuse courante et est traitée essentiellement dans les centres habituels
tel que celui du service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le Conseil national de sécurité, en sa session du 12 avril 2023, a donc décidé de lever l'état d'urgence sanitaire et d'alléger le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En conséquence, toutes les mesures d'exception, y compris les primes de risque instituées pour le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité, seront levées à la fin du mois de juin de cette année. Notre système sanitaire sort renforcé de la gestion de cette pandémie, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment au niveau de sa capacité de diagnostic et de prise en charge. Je voudrais donc réitérer mes félicitations au gouvernement, en particulier au ministre de la Santé, Pierre Demba. Où est Pierre? Pierre Demba, et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. J'exprime ma gratitude à tous nos compatriotes ainsi qu'aux autres populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de cette pandémie dans notre pays. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Cela est à saluer, car en 2011, seul un village sur 3 avait accès à l'électricité, contre plus de 8 localités sur 10 aujourd'hui. Dans le secteur pétrolier, le nouveau champ baleine, découvert par l'entreprise italienne Eni, sera mis en production au cours de cette année 2023. Ainsi, notre sécurité énergétique sera progressivement renforcée. En matière d'eau potable, d'importants efforts ont également été faits. Nous avons réhabilité plus de 20 000 pompes villageoises et renforcé la capacité de production dans de nombreuses localités. Les actions se poursuivent au niveau de la distribution, qui est donc un objectif majeur. Le réseau routier continue de s'améliorer et nos villes se rapprochent les unes des autres grâce au bitumage des principaux axes routiers. Après l'inauguration de la section Yamoussoukro-Tchébissou de l'autoroute du Nord, les travaux se poursuivent afin de permettre de rallier Abidjan à Bouaké en peu de temps. De même, la côtière sera totalement opérationnelle bientôt pour rallier Abidjan à San Pedro. Bravo au ministre des Infrastructures, Amédée Kouakou. Oui, Amédée, je ne le vois pas. Bravo à toi. Cette amélioration s'accompagne du renforcement de la sécurité routière avec l'intensification de la sensibilisation des usagers de la route, des contrôles et l'application du système de permis à point. Des efforts sont également faits pour l'assainissement du cadre de vie de nos concitoyens, notamment dans le Grand Abidjan. Le programme des logements sociaux, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques,
De nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5 600 acquéreurs de logements à Songon, dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25 000 logements sera lancé prochainement dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur, à l'instar de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Bravo à Bruno Koné, ministre de la Construction. Bravo à toi, Bruno. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023 année de la jeunesse. Et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, et celui-là est très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des 3 axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle